La question que je pose, évidemment, peut avoir quelque chose de déplaisant, puisqu'elle nous force à tourner le regard, notre regard, vers la laideur, au lieu de contempler la beauté. Pourquoi la laideur? Parce qu'il va s'agir de la violence qui règne dans les sociétés humaines. Parler du droit de punir, c'est se confronter, au fond, en un sens, à cette violence. La volonté de punir elle-même n'est pas, peut-être pas indemne elle-même de toute violence et de toute passion. En tout cas, elle est, comme dirait Nietzsche, elle est réactive. On punit en réponse à quelque chose. C'est toujours une certaine réaction à quelque chose qui a été fait. Et ce que je voudrais, en quelque sorte, examiner ce soir avec vous, c'est de savoir si cette volonté de punir peut se réclamer de la raison. C'est-à-dire si on peut justifier de manière rationnelle, convaincante, ce que j'appelle le droit de punir, droit que la société revendique pour elle-même, tout en refusant, c'est un aspect du problème, à l'individu privé. Parce que, évidemment, il y a là quelque chose qu'il faut mentionner. Et alors, cette question que je pose, sur quoi est-ce qu'on peut fonder rationnellement le droit de punir, elle se pose pour trois raisons, à mon avis. Et la première, c'est que l'acte de punir, dans sa matérialité même, ressemble à une violence. Voilà. Il ressemble à une violence. Même quand on punit, au fond, les enfants, bien que la punition des enfants ne soit pas le sujet principal de ce soir, je vous dirai pourquoi, on pourra voir pourquoi. Mais quand on punit les enfants, d'une certaine façon, on exerce sur eux une espèce de violence. Mais la ressemblance de la sanction à la violence est bien plus évidente quand on donne la définition de la peine judiciaire que Hobbes nous propose. Le philosophe anglais Hobbes nous propose dans le Léviathan. Alors, je vais le citer. Il dit « Une peine est un mal que l'autorité publique inflige à celui qui a fait ce que la même autorité publique juge être une transgression de la loi. Le but est que la volonté des humains puisse par cela même être disposée à l'obéissance. » Hobbes précise en marge, je le dis tout de suite, que les vengeances ne sont pas des peines et qu'une peine suppose un jugement. On va y revenir, suppose un jugement. Mais quoi qu'il en soit, si vous prenez le texte, il y a le mot mal, et un mal, pour Hobbes, c'est quelque chose qui est destiné à faire souffrir, essentiellement. Soit au moyen du corps, soit souffrir au moyen de l'âme. Et le premier problème qui se pose quand on examine la peine, c'est pour ça que je pose cette question, c'est de quel droit infliger cette souffrance? Pourquoi ajouter à la souffrance première qui a été éprouvée par la victime une autre souffrance? Pourquoi ajouter de la souffrance à la souffrance? Voilà. C'est une première raison. La deuxième raison que j'indiquerai, c'est que, comme l'a vu très bien Foucault, par exemple, dans nos sociétés, on a remplacé la souffrance physique du supplice, que Foucault décrit longuement, par la privation de droit, la privation d'un droit. C'est-à-dire que quand on punit dans nos sociétés, on décide de priver un individu d'un droit. Par exemple, vous voyez, si l'individu a séquestré quelqu'un, on va le mettre en prison. Mais mettre en prison quelqu'un, c'est d'une façon le séquestrer. C'est-à-dire que l'emprisonnement va consister à faire ce qu'a fait celui qui a commis le délit, mais de manière légale. C'est-à-dire qu'on va accomplir très légalement quelque chose qui a été fait par le délinquant. L'exemple le plus évident de cette difficulté, c'est la peine de mort. C'est-à-dire que quand on considère, n'est-ce pas, qu'un individu est convaincu de meurtre, et qu'on affirme que le droit à la vie
est un droit imprescriptible de la personne humaine, eh bien, il arrive dans certaines sociétés qu'on décide de punir de mort, c'est-à-dire justement de priver l'individu du droit à la vie, hein, dont il a privé un autre individu. Donc, là encore, la société, en punissant, elle fait par un acte légal quelque chose qu'elle interdit à l'individu. Il y a là un problème. Hein, c'est-à-dire que la société, en punissant, accomplit légalement des actes qui sont tenus comme inacceptables lorsqu'ils sont faits des individus. Il y a un juriste, je vous dirai un petit passage encore d'un juriste célèbre, qui dit ceci: les agissements ordinairement tenus pour des voies de fait, meurtre, séquestration, deviennent des voies de droit quand l'autorité tenue pour légitime se les annexe, quand ils sont accomplis par des règles, selon une procédure et sous le contrôle d'appareils judiciaires. Voilà. Donc, la question que je pose ici, c'est la suivante. Est-ce que, lorsque la société punit, elle ne contredit pas les valeurs au nom desquelles elle punit, et ceci, à moins, bien entendu, qu'elle ne juge que l'individu qu'elle punit n'a plus droit à la jouissance de ses valeurs ou de ses droits. Donc il y a un jugement dans la peine. Punir, c'est juger qu'un individu n'a plus le droit aux droits qu'ont les êtres humains, aux droits imprescriptibles des êtres humains, liberté ou la vie. Voilà. Et ce jugement, il est ambigu parce que, par ailleurs, c'est le troisième point que je voudrais dire avant le troisième point. Par ailleurs, on ne peut punir que quelqu'un qu'on a jugé responsable, c'est-à-dire quelqu'un qu'on juge pleinement être humain. Voilà. Donc, si au moment où vous punissez, vous jugez que la personne que vous punissez est responsable, c'est-à-dire qu'elle est un être raisonnable, qu'elle a agi par raison, n'est-ce pas, qu'elle a été en quelque sorte au moment du délit en pleine possession de ses moyens et qu'elle est encore au moment du procès en pleine possession de ses moyens. C'est pour ça qu'on va juger complètement ridicule maintenant les procès des animaux, les condamnations à mort des animaux qui se produisaient au Moyen-Âge, parce qu'on sait très bien que les animaux ne sont pas responsables de ce qu'ils font, qu'ils agissent par un instinct. On va considérer que l'homme, punissable, est responsable. Et donc on va le considérer comme un être humain auquel on enlève ou auquel on prive ses droits d'être humain. Voilà les trois raisons, à mon sens, qui font qu'il y a un problème du droit de punir, si vous voulez. 1, on inflige une souffrance. 2, on supprime des droits ou on nie des droits essentiels de la personne humaine à celui qui est en quelque sorte condamné à être puni. Et enfin, troisièmement, on juge quand même c'est un être humain puisqu'il est responsable. Et ce jugement de responsabilité, bien entendu, est le fait d'autres êtres humains qui sont faillibles. Si bien que j'ai résumé le problème de la manière suivante: quel bien supérieur peut-il justifier qu'on institue le droit de punir, c'est-à-dire qu'on attribue à des hommes faillibles le droit de priver d'autres hommes faillibles de leurs droits? Voilà. Pour moi, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait que bien supérieur de justifier qu'on institue le droit de punir, c'est-à-dire qu'on accorde, je le répète, à des hommes faillibles le droit de priver d'autres hommes faillibles de leurs droits? Alors, cette question, si vous voulez, je vais vous donner la réponse la plus classique, après je la discuterai un peu. La réponse la plus classique à cette question, c'est de dire on punit pour la vie. C'est-à-dire que les peines doivent être infligées parce qu'on a transgressé une loi et que si cette transgression n'est pas punie, eh bien, c'est comme si on affirmait que la loi n'est pas la loi. C'est comme si on renonçait, au fond, à l'existence de la loi. La punition, si vous voulez, est faite pour rétablir l'autorité de la loi, pour nier la négation de la loi qui a été commise dans l'acte délictueux ou dans le crime. Ne pas punir une transgression de la loi, c'est admettre que la loi n'est pas la loi. Voilà la réponse, si vous voulez, première
qu'on donne à cette question du droit de punir. C'est-à-dire qu'on punit pour la loi. Voilà. Et le juriste Beccaria, si vous voulez, confirme cette idée en disant que si on doit punir pour la loi, si on doit infliger quand même des souffrances pour sauvegarder la loi, c'est parce que les hommes ne sont pas totalement raisonnables, et ils sont en quelque sorte toujours voués à la transgression, hein, et il dit ceci, n'est-ce pas, la multitude n'adopte pas d'elle-même des règles stables de conduite, et, n'est-ce pas, comme elle n'adopte pas d'elle-même des règles stables de conduite, il faut la rappeler sans arrêt à ces règles. Et ni l'éloquence, ni la déclamation, ni même les vérités les plus sublimes ne suffisent à réfréner longtemps les passions excitées par les tentations de la réalité présente. Voilà. Donc il y a une nécessité des peines qui est liée à une certaine condition propre de l'homme. La peine est là pour la loi et elle est nécessaire. Et dans la mesure où elle est nécessaire, dit Beccaria, elle n'est pas tyrannique. Voilà. La sanction n'est pas tyrannique parce qu'elle est nécessaire. Et puis, troisième idée, pour justifier donc ces peines, pour donner une raison au droit de punir, eh bien, la troisième idée, c'est que le droit de punir, l'institution des peines judiciaires, a rendu possible une certaine rationalité des rapports sociaux en arrêtant le processus de la vengeance, le processus interminable de la vengeance qui suit en général le crime. C'est le thème, si vous voulez, des grandes tragédies grecques, des grandes tragédies fondatrices qui sont en quelque sorte, qui illustrent pour beaucoup d'entre elles le passage de la vengeance, du règne de la vengeance sans fin, au règne, si vous voulez, de la justice apaisante et rationnelle. Dans Sophocle, par exemple, vous avez une affirmation, une phrase très célèbre dans Édipe de Sophocle, Édipe roi. Sophocle dit « Le crime impuni infecte la cité ». Voilà. Et vous avez la même idée, bien sûr, au centre de cette tragédie grecque d'Échille très célèbre, 3 tragédies d'ailleurs, l'Orestie d'Échille, où on voit, n'est-ce pas, que Clytemnestre fait assassiner son mari Agamemnon, et que le fils donc, de Clytemnestre finit par tuer sa mère. Il est lui-même poursuivi par les Érinies, les déesses de la vengeance, jusqu'au moment où on institue un tribunal qui décide de manière rationnelle de discuter de la peine et d'infliger une peine, ce qui arrête le processus de la vengeance. Donc, il y a un bien derrière le droit de punir, c'est certain. Le bien, c'est l'affirmation de la loi, la nécessité qu'il y a de ramener toujours les hommes à la raison, et en fin de compte, l'arrêt de la vengeance. Mais si je vous propose le sujet, c'est parce que, selon moi, ces raisons de justifier les peines, le droit de punir, ne sont pas totalement convaincantes, ne sont pas totalement suffisantes. Voilà. Pourquoi elles ne sont pas totalement convaincantes ou suffisantes? Je vais essayer de vous l'expliquer. D'abord, la loi. Si on considère la loi, on punit donc pour rétablir ou pour affirmer la loi. Mais c'est équivoque. Parce que la loi, n'est-ce pas, peut en quelque sorte changer historiquement. Voilà. Elle est en quelque sorte, en tout cas sous la forme de la loi positive, elle est instituée par une décision du souverain. Voilà. Ce souverain peut être dans certains cas le peuple. Bon. Mais la plupart du temps, les lois sont instituées par un souverain qui n'est pas le peuple. Ces lois ne sont pas universelles, ne sont pas éternelles. Donc, il peut arriver qu'à une certaine époque, on punisse des actes en raison d'une loi qu'on ne punira plus 100 ans plus tard parce que la loi a été changée ou abolie. Si vous voulez, par exemple, on punissait l'avortement avant 1976, on ne le punit plus après 1976.
ou 77, bon. L'adultère. Je ne sais pas exactement. Enfin, il y a eu un moment où on punissait et un autre où on ne punissait pas. Et par conséquent, il y a des gens qui ont été punis à une époque, dont on va juger ensuite qu'ils auraient dû ne pas être. Changement des lois fait que la référence à la loi pour justifier le droit de punir n'est pas totalement, si vous voulez, convaincante ou suffisante. Voilà. J'ajoute. Quelque chose d'important, c'est que punir seulement pour la loi, c'est admettre implicitement que la faute qui est commise ne réside que dans la désobéissance à la loi. Donc c'est oublier quelque chose d'important qui est que la faute concerne aussi autrui, voilà. Concerne un autre. Hein. Par exemple, griller un feu rouge, c'est commettre une infraction à la loi. Mais qu'est-ce qui fait au fond que c'est punissable? C'est parce que ça met en cause potentiellement la vie d'autrui. Voilà. Donc, ne punir qu'en tenant compte de la loi, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours, en même temps, punir pour corriger quelque chose qui a mis en danger autrui, pour corriger une inégalité. Par exemple, si on est volé par quelqu'un, il ne s'agit pas simplement de le punir parce que la loi interdit le vol, il s'agit de rétablir une égalité entre la victime et le coupable. Donc l'idée qu'on devrait punir que pour la loi me paraît pas tout à fait insuffisante. D'autre part, hein, ce que je crois aussi, c'est que justifier les peines par l'utilité sociale, ça ouvre la porte à toutes sortes de dérives. Parce qu'on pourra dire, l'utilité sociale, c'est d'augmenter les peines de tel délit. On pourra avoir un discours sécuritaire. On pourra dire, voilà, à l'époque des misérables, voler un pain égale le bagne. Vous voyez ? Pourquoi? Parce qu'il faut protéger la société, il faut protéger l'ordre social, c'est utile à la société qui ait des peines. Donc l'argument utilitaire ou utilitariste est un argument qui est insuffisant parce qu'il ne permet pas d'établir une juste mesure des peines. Voilà, voilà les objections que je ferai. Et par conséquent, je me demande si on peut justifier les peines, le droit de punir, uniquement parce que c'est utile à la société, à la loi, etc. Et là, je retrouve, si vous voulez, une thèse très curieuse, une thèse qui est de Kant, et qui dit que ce qui doit, en quelque sorte, justifier ou fonder le droit de punir, ça n'a rien à voir avec l'utilité qu'on peut attendre des peines. Hein. Voilà ce que dit Kant. La peine juridique ne peut jamais être considérée simplement comme un moyen de réaliser un autre bien. Soit pour le criminel lui-même, soit pour la société. Ça ne peut pas être un moyen de réaliser un bien. Hein. Mais elle doit être infligée pour la seule raison, elle doit être infligée au criminel, pour la seule raison qu'il a commis un crime. Et Kant ajoute quelque chose qui est étonnant. Il dit, en effet, l'homme ne peut jamais être traité seulement comme un moyen pour les fins d'autrui, du seul fait qu'il est une personne et non une chose. Donc punir en ne prenant compte que le seul intérêt général, ou que l'intérêt de la loi, ou la réaffirmation de la loi, ça serait moralement injuste à l'égard de celui qu'on punit. Voilà. Hein.
Et Kant donc se retrouve aux antipodes, si je puis dire, des thèses les plus anciennes qui essayaient de justifier au fond les châtiments par l'éducation qu'ils peuvent donner, n'est-ce pas, à celui qui a subi la peine. Hein, ce que pensait Platon. Platon pensait qu'il faut punir, non pas parce qu'il y a une faute, mais il faut punir pour l'avenir, pour éduquer. C'est-à-dire, il faut punir en admettant que la vertu s'enseigne. Voilà. Hein, voilà ce que dit Platon. Hein, personne ne doit châtier en tenant compte un coupable, en tenant compte pour tout motif que la faute commise. Celui qui entreprend de châtier rationnellement ne venge pas une injustice passée, car ce qui est fait, mais il châtie en vue de l'avenir. Hein. Et penser cela revient à penser, et penser cela revient à penser que la vertu peut s'enseigner, puisque c'est pour dissuader qu'il châtie. Voilà. Et là, vous avez donc, au fond, le débat. Il y a ceux qui disent punir, c'est pour un bien, et par conséquent, la punition est un moyen en vue de ce bien. Et puis il y a Kant qui vous dit la peine ne peut pas être considérée comme un moyen parce que c'est immoral à l'égard du sujet qu'on punit. Mais alors pourquoi le punir? Voilà le problème. Hein. Et c'est là que toute la difficulté de mon sujet se trouve, enfin de ce que j'ai dit se trouve là. Voilà. Pourquoi punir si ça n'est pas pour un bien, pour une utilité extérieure à ce qu'on punit? Pourquoi punir si c'est pour lui? Voilà. Alors, Kant a une réponse qui est célèbre, qui a été formulée par Hegel, et qui consiste à dire punir, c'est honorer celui qu'on punit. Voilà. On punit pour l'honorer, c'est-à-dire qu'on le considère comme un législateur. En séquestrant quelqu'un, il a posé comme loi qu'on pouvait séquestrer. Et le punir, eh bien, c'est en quelque sorte réaliser pour lui la loi qu'il a posée. Cette affirmation de Kant, si vous voulez, paraît très étrange, mais elle est au cœur de la pensée de ce philosophe et de Hegel, qui vont dire donc que la peine, ça consiste à appliquer au criminel le droit du criminel. Et ça résout la difficulté que j'ai mentionnée au début. Hein, ça résout en partie cette difficulté, parce que la difficulté que j'ai mentionnée au début, c'était de dire la peine, c'est la négation du droit de l'individu, du droit de l'être humain. Eh bien, Kant et Hegel disent la peine, c'est en fait l'affirmation du droit qu'a posé le criminel en faisant son crime, on lui applique son droit. Alors, ça mène à quoi? Je ne peux pas répondre à ces questions. Voilà. Merci.